C'est dur à expliquer. On se situe à la fin de l'année 1942 jusqu'au printemps 1944. Après l'occupation de la zone libre par les Allemands, des soldats français, les pompiers de l'air pour lutter contre les incendies provoqués par les bombardements, et des soldats allemands et leurs supplétifs russes, les Mongols, s'installent à Écully. Au début de 1943, les Allemands manquent d'ouvriers en Allemagne, car ils ont eu de lourdes pertes en Russie. Ils instituent le service du travail obligatoire qui envoie les jeunes Français qui ont eu 20 ans en 1940, 1941, 1942. Les rafles de Juifs s'intensifient. Il y aura 75 convois bizarrement numérotés jusqu'au numéro 79, vers le camp d'extermination. Les Allemands mettent un point d'honneur à remplir des wagons de marchandises avec au moins 1000 personnes. Le 30 mai, l'État français nous demande de fêter dignement les mères de famille. C'est une promotion de la fête des mères. Maman m'a dit que les responsables de la défense passive veulent faire creuser des tranchées de 80 cm dans les cours des écoles pour se protéger des bombardements. Les mères de famille ont protesté à cause des chutes possibles des enfants et les responsables ont dit que les tranchées ne seraient obligatoires que pour les particuliers. Elle m'a aussi dit que la Légion française a proposé que la mairie achète un bus du maréchal Pétain. Le conseil municipal a accepté. Je trouve que c'est bien car le maréchal a un peu la tête de mon grand-père et à l'école, j'aime bien chanter « Maréchal, nous voilà ». Maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Moi, Georgette Bitesi, je connais bien Paul Garibaldi. La dernière fois que je l'ai vu, je lui ai apporté des renseignements et des bons de ravitaillement. Je sais qu'il est né en 1929 à Écully et que, après un séjour en Algérie avec son père, il travaille dans la région de Grenoble où il entre dans la résistance avec le groupe de combat en 1942. Il y organise de nombreux coups de main audacieux, presque suicidaires. Il réussit à semer la terreur chez les miliciens grenoblois et les agents de la Gestapo en posant avec son groupe plus de 200 bombes. Puis il s'empare de 6 millions de francs à la poste de Grenoble. Il tombe dans un guet-apens des miliciens et de la Gestapo en mars 1944. Il me disait vouloir venger mon mari Jean, chef départemental de combat, abattu en novembre 1943. Moi, Chaim dit Charles Pantol, 37 ans, né en Pologne où je débute mes études. Je les termine à Montpellier, puis à Lyon comme médecin. J'exerce en Ardèche et depuis 1938, je suis assistant du docteur Feuillade à la clinique Mon-Repos d'Écully. Je suis naturalisé français après plusieurs ajournements. On me demande même de passer les 2 parties du baccalauréat. En 1939, je m'engage dans la Légion étrangère. Démobilisé, je retourne à Écully. Les lois anti-juives de 1941 m'interdisent d'exercer la médecine et m'enlèvent la nationalité française. Moi, Elias Paul Sacerdote, 75 ans, parisien ancien de l'École normale supérieure, professeur de physique à la retraite, je suis chevalier de la Légion d'honneur et auteur de nombreux ouvrages scientifiques. Je me suis réfugié dans la région de Lyon. Une cataracte des 2 yeux me rend presque aveugle et je suis hospitalisé à la clinique Mon-Repos à Écully. Après la rafle, ma destination finale sera Auschwitz par le convoi numéro 74 du 20 mai. Et regardez ça, c'est une lettre de notre arrière-grand-mère Jeannette. Elle part d'une rafle à la clinique de Mon-Repos en 1943. Elle était vraiment triste. Waouh, c'est incroyable de lire ça, j'arrive pas à imaginer ce qu'elle a vécu. Ouais, mais ça sert à quoi de lire des vieilles lettres maintenant ? Antoine, son mari, était médecin, mais il a dû arrêter en 1941 parce qu'il était juif. C'était à cause des lois racistes de l'époque. Tout le monde le sait, ça, Nice, pas besoin de faire ton malin. Et d'ailleurs, regardez ça. Il y a une photo d'oncle Marcel avec son unité de résistance. Il avait la classe quand même. Imaginez la peur qu'il devait avoir tous les jours. Les Allemands pouvaient débarquer à tout moment. Ouais, mais bon, c'est du passé maintenant. On peut voir autre chose. Louis Payen, un résistant, a aidé Antoine à se cacher. Il devait avoir un sacré courage.
Antoine a été arrêté par la Gestapo puis envoyé dans un camp de travail. Il a rencontré Marcel Bloch là-bas qui a changé son nom en Marcel Dassault après la guerre. C'est fou de penser que nos arrière-grands-parents auraient pu mourir. C'est grâce à des gens comme Louis Paillard qu'ils ont survécu. Regardez ça, des tracts de la résistance. Ils distribuaient ça pour encourager les gens à résister aux Allemands. Ça devait être super risqué. Intéressant. Je ne savais pas qu'ils faisaient des tracts. Ça montre leur courage. Mais c'est quoi ça? C'est un message secret? Ils devaient vraiment faire gaffe pour pas se faire prendre. Ils ont pris des risques énormes. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire pareil. Mais ça montre leur détermination. Ils se sont battus pour ce qu'ils croyaient juste malgré les dangers. Vous pensez qu'on aurait fait pareil à leur place? Sérieux? C'est une question difficile. Franchement, je sais pas. C'est difficile de savoir sans avoir été dans la situation. Vous savez, je ne comprends pas trop la différence entre la milice et la résistance. Là, il y a la milice, là, il y a les résistants. La milice, c'est des Français qui collaborent avec les Allemands et les résistants, eux, luttent contre la milice et les Allemands pour libérer la France. En tout cas, il faut se souvenir de leur histoire. C'est important de ne jamais oublier. Ouais, c'est vrai, c'est important de se souvenir et de comprendre ce qu'ils ont vécu. Bonjour, lieutenant. Où devons-nous nous poster? Postez-vous au carrefour de Maison Carrée. Bien, mon lieutenant. Oh, regardez là-bas, on dirait que ce sont des véhicules allemands, ils accélèrent. Attention, lieutenant, ils vont tirer. Je n'arrive pas à faire tourner la tourelle, je suis coincée. Tirez vite. Mon Dieu, le lieutenant est mort. Sortons du véhicule, il est en feu. Il y a d'autres véhicules allemands qui arrivent. Tirez. Ils sont là, ils vont percer nos défenses. Bon. Prévenez les autres que les Allemands ont réussi à percer la défense et qu'ils se dirigent droit vers Villefranche-sur-Saône. Les Allemands ont réussi à percer nos défenses. Ils se dirigent droit vers Villefranche-sur-Saône. Vous m'entendez? Mais que sont ces bruits? Des moteurs ou des cris de joie? Mais pourquoi la foule sort de l'église? Regarde tous les drapeaux français. J'aperçois le général au loin. Va lui parler. Général Bosset, est-ce bien vous? Oui, je suis bien le général Bosset. À qui ai-je l'honneur? Je suis Louis Lermont. Guidez-moi en direction de Lausanne. Bonjour, cher principal. Bonjour, docteur Barral. Il paraît que vous avez été nommé président du comité de libération d'Écully. Oui, nous devons décider du sort de quelques collaborateurs que vous connaissez bien. Je pense qu'il faut tous les fusiller. Mais non, il faut les renvoyer de la commune. Bien dit. Mais pourquoi ne pas les obliger à s'engager pour aller combattre en Indochine? Vous êtes fous? Non, nous devons à tout prix éviter le règlement des comptes. Moi, Jeanne Larnaud, je travaille à la poste d'Écully. Après le débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942, je vois s'installer à Écully des militaires allemands dans la propriété Chantepie et des soldats mongols de l'autre côté de la rue Mastier. Je passe 4 fois par jour par cette montée fermée par des chevaux de frise et gardée jour et nuit par 2 sentinelles. Elles me demandent à chacun de mes passages de présenter ma carte professionnelle. Cela me laisse le temps d'observer à travers la haie et les arbres de l'îlot 2 autres sentinelles faisant les 100 pas. Souvent, des soldats mongols sont assis sur le haut du mur, mais je ne peux distinguer qu'une brochette de moustaches noires et qu'une rangée de paires de bottes. Ils se réunissent souvent le dimanche après-midi face au café, face à la poste, où ils boivent et chantent. Moi, j'habite à côté du casernement des pompiers de l'air. Hier, une sentinelle allemande a été attaquée et tuée par une grenade. Les Allemands prennent en otage tous nos pompiers de l'air et les alignent contre un mur sous la menace de leurs armes. Ils passent des heures particulièrement éprouvantes avec la peur d'être fusillés. Ils ne sont relâchés qu'en fin de journée et je m'aperçois soudain que l'un d'eux a sa chemise tachée de sang. Moi,
moi, Françoise Vabre, j'habite avec mes parents au chemin des Hautes-Bruyères à Écully. Je suis chargée plusieurs fois par semaine de récupérer des soldats blessés à Perrache. Muni de mon laissez-passer obligatoire, je fais l'aller-retour en bicyclette Lyon-Écully. En passant devant le château païen, occupé par des militaires allemands. À chaque passage, je suis terrorisée par le soldat armé qui assure la garde. Il est posté derrière le mur d'enceinte, au sommet duquel on a pratiqué une encoche pour faire passer le fusil. Pourtant, heureusement, je n'ai jamais été inquiétée. Et regardez cette vieille boîte de conserve, des haricots verts qu'ils doivent être vraiment périmés. Je parie qu'ils sont encore bons. Ah, Vert, qu'arrête de penser à manger tout le temps, Arsène. Et regardez ça, c'est un témoignage de quelqu'un qui a vécu par la libération d'Écully. Et Lilo et Emma. Les habitants ont dû creuser des tranchées dans leur jardin pour se protéger des bombes. Des tranchées dans leur jardin? C'est tellement moche. C'était une question de vie ou de mort, Tara. Ils n'avaient pas le choix. Mais la beauté, c'est... Ici, il y a un témoignage d'une enfant. Elle raconte qu'il y a une bombe qui a explosé tout près d'elle. Oh là là, c'est effrayant. Un éclat d'obus est arrivé à près de 30 cm de ma sœur. On a eu tellement peur. Imaginez la peur qu'ils ont dû ressentir. Pour une fois qu'ils parlent pas de nourriture. C'est vraiment triste et effrayant. Et c'est encore le journal de Charles Docteur. Il raconte qu'il s'est engagé dans une équipe de la Croix-Rouge. Le quartier autour de la gare de Perrache et la gare de Vèze ont été bombardés et de nombreux bâtiments sont détruits. C'est terrible, ils ont dû vivre des moments vraiment difficiles. Ici, il y a une habitante qui parle de Monsieur Chirpaz. Chirpaz? Comme la salle Chirpaz où on fait du sport? Oui, exactement. Ils ont baptisé des noms de rues et de salles municipales de personnes importantes de cette époque. Monsieur Chirpaz a été emmené par la milice et abattu. C'était un ami des résistants. Il a donné sa vie pour la liberté. C'est vraiment héroïque. On doit honorer ces personnes. Oui, et en parler pour que tout le monde se souvienne. Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, ce serait pas l'heure du goûter? On a retrouvé Arsène. Je vous ai entendu. Arrête de penser à manger, Arsène. Allez, va pour les pépitos. Moi, Yvonne Haussmann, épouse Spira, 49 ans, épouse et fille d'industriels alsaciens, je me suis réfugiée en zone libre avec ma mère, Anna Taylor, 71 ans. Nous sommes toutes les deux hospitalisées à la clinique. Après la rafle, notre destination finale sera Auschwitz par le convoi numéro 72 du 29 avril. Moi, Primette Tiffany Spivak, épouse Israelski, 60 ans. Je suis née à Varsovie. En 1910, mon mari émigre aux USA et moi à Lyon avec mes 2 filles. Je travaille comme garnisseuse de casquettes, comme foraine, puis comme négociante en tissu, avec mon mari qui est revenu en 1936. En 1943, mes 2 beaux-frères sont arrêtés et déportés. En 1944, je suis hospitalisée à la clinique Mon Repos à Écully. Après la RAF, ma destination finale sera à Auschwitz, par le convoi numéro 72 du 29 avril. Je ne saurai jamais que ma nièce Lola sera abattue par la police allemande et que ma belle-sœur Régine sera déportée par l'avant-dernier convoi, le numéro 78. Moi, Jeanne Adler, épouse Lévi, 63 ans. Je suis lyonnaise depuis 3 générations. Mon mari était négociant en vêtements. Je suis hospitalisée dans la clinique sous le nom de Leroy. Ma destination finale sera Auschwitz. Halte là! Rendez-vous! Et toi là! Viens ici! Aïe! Ah! Hé, laissez-le tranquille, ne le brutalisez pas! Ferme-la! Oh! Les mains en l'air! Pourquoi ils ont les mains en l'air, eux, tandis que les autres sont baissés? C'est parce qu'ils sont sénégalais. Les nazis n'aiment pas les gens de couleur. Ils pensent que ce sont des sous-hommes. Allez, partez maintenant! Aïe! Qu'est-ce qu'ils font? Aïe! Oh non! Ils leur tirent dessus! Je vais les aider. Ne bouge pas! Déjoins-toi jusqu'aux chairs. Restons ensemble. Nous sommes le véhicule de secours. Manon, Margot, prenez le matériel. Voici les bandages et les pansements. Voici les désinfectants et le coton.
allons les prendre avant que les Allemands les trouvent. Vite. Allons, Miss Venise. Margot, j'ai l'hôpital des Genettes. On doit aller chercher 2 Sénégalais au bois du plantain. Je suis blessée, j'ai mal. Moi aussi. On peut pas aller plus loin. Ça y est, je les ai trouvés. Conduisons-les à l'hôpital des Lazaristes. Il faut absolument installer un tata pour enterrer dignement les corps des tirailleurs sénégalais. Il faudra aussi trouver des fonds pour acheter ces terrains. Je veux participer à cet achat. Pour moi, Marcel Bloch est mort à Buchenwald. Je veux qu'on m'appelle maintenant Marcel Dassault. Mais jamais je n'oublierai les communistes qui m'ont aidé à survivre.